On retrouve donc Alice Lenay pour une discussion autour du film que vous venez de voir. Merci Alice d'être avec nous. Pour commencer, donc, Catherine a évoqué dans la présentation du film que vous aviez effectué un travail de recherche autour des questions d'interaction numérique, etc. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de l'articulation entre ce travail de recherche et ce film? Est-ce que le film est venu nourrir la recherche dans son tournage? Est-ce qu'il est un produit de la recherche ou pas du tout? Merci pour la question. Oui, effectivement, le film vient d'une recherche doctorale au départ, un doctorat de recherche-création que j'avais mené sous la direction d'Yves Seton et de Jean-Philippe Lachaud et qui concernait les relations qu'on peut avoir avec des visages sur écran. Et Dire Hacker est un peu le produit de cette thèse. Je l'ai ponctué de quelques petits dispositifs, mais vraiment ce film qu'on vient de voir prolonge et résume en quelque sorte mon travail de thèse. Il s'est réalisé vraiment au moment de la rédaction. Et entre le moment du dépôt de ma thèse et de la soutenance, c'est là que s'est fait le montage. Donc il vient vraiment pour prolonger cette recherche doctorale. Ouais. Et donc c'est, oui, en fait, la forme de la conversation que vous adoptez est comme une sorte, j'imagine, de mise en pratique, un petit peu ou en tout cas d'expérience à partir de ces thèses. C'est à la fois les personnages qui parlent de ces questions et en même temps qui les performent par leurs interactions qu'on voit. Ouais, complètement. L'idée, c'était d'essayer de faire de la recherche en étant le moins seul possible et donc en utilisant la conversation comme un outil de réflexion. Et donc en travaillant aussi ce personnage naïf, en essayant de tenir des postures qui nous décalent toujours un petit peu dans les conversations pour essayer d'explorer autre chose que ce qu'on pense peut-être trop rapidement aussi sur ces interfaces-là et sur les relations qu'elles rendent possibles, sur les peurs qu'on a et le désir qu'on oublie parfois. Donc oui, c'est ça qui est intéressant, c'est une des choses qui est intéressante, c'est que vous prenez ces questions qui sont très inquiétantes en réalité, qui sont de plus en plus brûlantes, qui prennent de plus en plus de place dans le débat public, et c'est vrai que vous les abordez sous un angle plutôt ludique et en essayant de réinjecter quelque chose de plutôt tendre presque. Et ouais, je me demandais si c'était quelque chose qui était évident pour vous dès le départ, cette approche-là plutôt qui désacralise un petit peu ces enjeux très graves. Oui, en fait, l'idée de l'écran est intéressante parce qu'elle permet de parler des relations. C'est pas tant les relations sur écran que l'écran puisqu'il les enregistre comme ça de façon extrêmement frontale, l'écran permet un petit peu de devenir un laboratoire d'observation de ces relations qui ont lieu. Donc effectivement, c'est pas tant sur les relations visiophoniques telles qu'on les pratique aujourd'hui, mais c'est plutôt sur qu'est-ce que ça veut dire qu'être ensemble et qu'est-ce que c'est que la présence. Et il se trouve que l'outil visiophonique permet de l'enregistrer de façon centrale, frontale, vulnérable, donnée comme ça, avec ces visages de gros plans. Donc c'était un outil intéressant pour questionner c'est quoi une relation en fait, comment est-ce qu'on est ensemble. Et donc, est-ce que vous avez imaginé d'autres dispositifs de présentation de ces visages? Parce que là, du coup, on est un peu à chaque fois à la place de l'un des interlocuteurs, puisqu'on regarde frontalement justement une des deux personnes. En tout cas la plupart du temps, est-ce que vous avez imaginé, par exemple, d'avoir les deux personnes côte à côte, comment ça s'est construit? Oui, effectivement, sur Zoom, on peut choisir, donc Zoom, l'interface qui m'a permis d'enregistrer, on peut choisir plusieurs modes et donc on peut choisir d'avoir les cases côte à côte. Ce qui était intéressant avec ce mode intervenant, je crois qu'on dit, c'est qu'on avait vraiment cette double face, un visage ou l'autre. Et le visage qui est là, c'est celui qui a la parole, c'est celui qui produit du son et donc celui qui est sélectionné par l'algorithme de la plateforme, puisque donc c'est l'enregistrement automatique que j'utilise. Donc il y a un pré-montage qui est fait par la plateforme, qui est que celui qui parle a le droit à l'image. Ce qui est une contrainte intéressante, je trouvais, qui permettait un petit peu de mettre en valeur le point aveugle, quoi, un entre-deux qu'il y a entre nous. Ça me fait penser à une pièce de monnaie, en fait, cette double face que produit l'interface. Oui, donc il y a vraiment un jeu avec la machine elle-même comme productrice d'images. D'accord, je ne pensais pas que c'était forcément aussi intime, disons, le rapport avec la machine. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces personnes avec qui vous discutez? Quel lien vous aviez avant avec elles? Quel rapport elles ont, elles, à ces questions-là?
L'idée du film, c'était de se mettre un petit peu en danger, de montrer des relations qui sont en train d'advenir, qui sont en train de nous demander du risque. Donc les gens que j'ai interrogés étaient des gens que j'avais croisés ici et là, mais que je ne connaissais pas tout à fait, et donc qui étaient reconvoqués à l'occasion du film pour qu'on essaye de réfléchir ensemble à ces choses-là. Alors j'avais quelques indices. Il y a donc 2 personnages qui reviennent beaucoup, Robin et Vincent. Donc je connaissais un petit peu les recherches sur la technologie, les ordinateurs. Vincent qui s'intéresse au dark web quand je l'ai rencontré, et puis Robin qui s'intéresse aux algorithmes, à ces choses-là. Donc c'était cette idée de demander de l'aide à des gens que je connaissais en fait très peu et que j'allais apprendre à connaître par cet outil-là. Et donc, c'est ce dont on s'est rendu compte avec Théophile Guémazas, qui fait le montage, avec qui on a vraiment fait le film. C'est que c'était ça qui était intéressant, c'est qu'il y avait des relations qui se donnaient à voir dans leur évolution, dans les moments de frottement, quand on rencontre quelqu'un qu'on ne peut pas encore anticiper la façon dont il va réagir. La première personne qui intervient dans le film, Alina, elle est, là pour le coup, c'est vraiment une amie. Et donc on peut apprécier aussi ces différents états de proximité sociale et les dangers qu'ils invoquent plus ou moins. Oui, et puis de la même façon que vous parlez du fait que dans le film avec Robin, de tout ce qu'on perd dans l'interaction numérique, je trouve que le film met aussi l'accent sur une certaine poétique ou poésie de ces interactions-là, avec leurs pixels, leurs saccades, et que finalement ça apporte aussi quelque chose, c'est pas juste une perte, c'est aussi une nouvelle esthétique de l'autre finalement. Oui, complètement. On a tous des exigences différentes sur les relations qu'on voudrait avoir les uns avec les autres. L'idée, c'était un peu de dire que la visiophonie produisait d'autres types de médiations, donc des médiations qui impliquent d'autres masques sociaux, qui incluent un cadre, d'autres façons de s'adresser l'un à l'autre, peut-être plus de confort ou plus de perte de ce métalangage qu'évoque Robin, qui lui a vraiment cette exigence d'une sensualité qu'on aurait hors écran. Mais l'idée du film était plutôt de mettre en valeur le fait qu'il y aura toujours de la médiation entre nous. Donc du visage à l'écran, de ces petits gestes qu'on est en train de faire pour essayer de se comprendre, de ces acquiescements. On est toujours en train d'utiliser de la médiation pour être ensemble et donc pour sentir un petit peu ce qu'il y a entre nous. C'est plutôt la posture du film, essayer de mettre de côté assez rapidement des postures technophobes, ou en tout cas de les relativiser sur la multiplicité des médiations qu'on n'aura jamais fini de retirer entre nous. Et est-ce que vous, dans ce jeu-là d'interaction, vous aviez l'impression de créer un personnage, ou est-ce que vous avez voulu en tout cas incarner un personnage qui serait un peu différent de vous? Est-ce que vous avez mis en scène certaines choses pour le film? Bonne question. Oui, j'avais ma spéculation de départ, donc un personnage naïf qui me semblait un peu être une posture de recherche, c'est-à-dire prendre le contre-pied de ce qu'on pense en premier lieu. Donc il y avait ce pitch de départ qui, lui, était de plus en plus écrit à mesure que je le performais au long de chaque entretien. Et puis il y avait aussi une mise en beauté. Je retirais mes lunettes, je mettais du maquillage et tout ça, qui me donnait l'impression de rentrer dans un personnage. Mais en fait, tout est vrai. Enfin, c'est jamais que les masques sociaux qu'on joue quand on est ensemble qui se donnent à voir. Enfin, c'est des rôles du quotidien qui se laissent voir. Parce qu'en fait, moi, je ne suis pas actrice. Ce qui était confortable dans ce dispositif-là, c'était qu'on était tout le temps portés l'un par l'autre, portés dans le regard de l'autre. Donc, il n'y a pas de texte, on est dans une improvisation constante. On n'a jamais que des questions communes, peut-être au départ, et puis justement qui n'arrêtent pas de dériver au fil de la conversation. C'est ça qui était chouette. C'est plutôt documentaire sur les jeux sociaux qu'on a entre nous. Ouais, mais ça se sent effectivement. Et du coup, est-ce que vous aviez beaucoup de matière combien de... pas forcément des chiffres, mais est-ce que vous aviez une grosse masse de conversation avec beaucoup de personnes, et comment est-ce que vous avez modelé le film final à partir de tout ça?
Oui, il y avait pas mal d'autres personnages. On avait, je sais plus combien de rushs. Les conversations duraient entre 1 et 3 heures à chaque fois. Et puis moi, j'avais fait un pré-montage avant de rejoindre, un pré-dérochage avant de rejoindre Théophile Guémazas, où j'avais gardé que les parties qui concernaient vraiment donc, la quête du personnage principal, cette question du hacker. Et donc, c'est avec Théophile qui a eu la délicatesse de gratter au-delà de mon pré-montage. Moi, j'avais caché toutes les parties plus personnelles. Et donc, c'est en allant explorer un peu plus longuement ces parties cachées qu'on a vu, qu'on a pu commencer à découper le matériel, quoi, vraiment, et à sélectionner en fait les personnages qui me rendaient plus vulnérables ou qui donnaient à voir en tout cas des vrais déplacements ou des vraies émotions qui étaient, que j'avais au départ cachées, quoi, Et du coup, il y a quelques séquences qui sont un peu mystérieuses, justement, avec des personnages qu'on voit moins. Et notamment, je crois, une conversation plutôt collective avec la webcam démontée. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette scène ? Oui, bien sûr. Donc, c'est Alix Desoblio et Karine Klonowski, avec lesquelles on forme un groupe avec d'autres femmes artistes qui s'appelle Constellation. Et donc, c'était une séance de travail qui n'était pas dédiée au film du tout. C'était une séance de travail qu'organisait Karine sur les médias zombies, les fantômes dans la machine et tout ça. Et puis Alix, qui avait cette caméra bien pourrie, a eu l'idée de l'ouvrir. Donc je réutilise en fait cette séance de travail. Et donc c'est vraiment ces paysages minéraux qu'on voit sont réellement l'expérimentation qu'est en train de faire Alix en mettant de l'eau et des marqueurs sur des stabilos, quoi, sur son capteur. Donc il y a ce groupe de recherche. Et il y a un autre groupe de recherche qu'on voit à un moment dans le film qui s'appelle les Distant Movements. C'est le moment où les personnages touchent leur visage, les yeux fermés, face caméra. Et ça, c'est une série de performances, donc les Distant Movements, qui sont menées par Annie Abrams, Daniel Pinheiro et Muriel Piquet. Donc c'est toute une recherche qu'ils font sur comment être ensemble à distance et comment danser à distance ensemble. Donc là aussi, c'est pas pour le film, c'est des réemplois que je fais issus de ma recherche doctorale, de ces groupes de recherche avec lesquels j'ai essayé de réfléchir ou qui m'ont aidé à réfléchir beaucoup sur ces questions-là. Et quelques séquences qui sortent un peu aussi de la majorité du film, c'est ces séquences où il y a l'abstraction qui est convoquée. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de cette intention d'inclure cette abstraction ? Ouais, les étoiles et puis ces formes géométriques, ces points centraux qui ouvrent et qui ferment le film, qui essayent d'entrer un peu en résonance avec ce petit point de la webcam. Donc c'est un petit peu l'idée de méditer un petit peu sur l'infini, ce dont on parlait plus tôt, là, de cette multiplicité de médiation qu'il y a entre vous et moi, entre nous. Et qu'on n'aura jamais fini de déplier, d'ouvrir. Donc c'était un petit peu pour essayer de réfléchir à... De toute façon, on est fichu, quoi. On n'atteindra jamais ce fameux hacker. On va toujours être forcé d'improviser, d'être dans la relation, dans l'improvisation commune, d'essayer de penser à un point aveugle qu'on construit à deux, mais qu'on n'aura jamais, qui n'est pas palpable, quoi, qu'on ne pourra pas attraper. Donc du plus grand au plus petit, c'était un petit peu un délire, un rêve, quoi, une espèce de fantasme qu'on a sur comment est-ce qu'on représente cet infini qui se joue autant dans le visage que dans des images d'étoiles ou de petits points, de perspectives qui n'arrêtent pas de s'enfoncer à l'infini dans des images. À la fin, quand on a cette plongée finale, c'est même plus des images de synthèse, c'est vraiment des images 2D dans lesquelles on essaie de plonger, dans lesquelles on essaie de réinjecter de la profondeur, mais pour arriver où Et puis il y a cette séquence avec le flux de données fantômes qui circulent. Alors là, j'imagine que vous avez dû quand même un peu découper le zoom, enfin je ne sais pas comment vous avez procédé pour créer ce dispositif visuel-là. Oui, donc c'est Vincent qui fait ce cadeau magnifique pour le film, d'essayer de capter effectivement et de matérialiser effectivement ce qu'il y aurait entre nous. Donc c'est ce flux de données, ce surplus de données qui ne devrait pas circuler. Donc là, il y a vraiment un effort
de matérialiser très concrètement ce qu'il y aurait entre nous, ce qui est toujours décevant, c'est jamais que du glitch. C'est là-dessus que se termine le film. De toute façon, on a beau rêver, ce sera toujours décevant, on n'arrivera jamais à attraper. C'est la même chose pour Constellation et les images minérales. On a ouvert la webcam, on est au cœur de la médiation, mais on n'a pas plus de présence. Et donc pour cette séquence du glitch qui circule, effectivement, Vincent m'a accueilli avec une double webcam. Donc il se filmait avec son téléphone et puis son ordinateur. Donc j'ai eu envie de faire pareil, de l'imiter. Et donc d'essayer de penser aussi, ce qui est un peu cette question dans le film de qu'est-ce que ça fait quand on est avec l'autre et puis qu'est-ce que ça fait quand on est seul. Enfin, qu'on imagine le regard de l'autre ou qu'on désire le regard de l'autre. Donc il y avait aussi ce jeu-là de penser des doubles avec aussi l'image qu'on produit pour l'autre sur son propre écran. Bien sûr, la séquence a été remodelée avec Théophile pour essayer de mettre en valeur donc un entre nous. Mais c'était a priori plus ou moins cette interface-là, quoi, avec un partage d'écran, le flux qui était entre nous et nos images qui regardaient ce flux. Alors, l'ironie du sort veut que votre film arrive dans un contexte où on fait beaucoup de visio, comme vous pouvez le constater. Et je me demandais si, du coup, les derniers mois, enfin l'année écoulée, en fait, a changé un peu votre perspective. Est-ce que ça a confirmé vos théories? Est-ce que vous avez des nouvelles réflexions qui ont émergé? Toutes les séquences sont tournées pré-confinement. Donc, il n'y avait pas cette question-là encore dans les conversations qu'on a eues. Ce que ça a changé, c'est plutôt la façon dont on a raconté l'histoire, puisque donc le montage s'est produit, ouais, c'est ça, à l'automne dernier. Oui, c'est ça. Et ça a un petit peu orienté la façon dont on racontait ce dispositif-là, puisque c'était plus une question générationnelle ou une question d'adeptes. Tout le monde en avait fait l'expérience. Donc ça a influencé. Effectivement, il n'y avait plus besoin d'insister autant sur c'est quoi un lag, c'est quoi un bug, comment est-ce qu'on se met en scène avec sa propre image. Ça, c'était des choses qui étaient déjà partagées. Donc moi, je trouvais ça super qu'on ait besoin de réfléchir à ces choses-là, en fait, tous ensemble. Donc ça a influencé la chose. Pour ce qui est des relations sur écran, ma posture n'a pas tant changé. J'ai l'impression qu'il y a en tout cas un désir de se sentir les uns avec les autres qui est à l'œuvre. Et moi, c'est plutôt ce désir-là qui m'intéresse plutôt que proprement des designs d'interaction. C'est plutôt comment est-ce que ces outils-là peuvent réellement matérialiser un espace d'entre-deux qui est l'espace où peut s'exercer le désir. Et puis en plus, comme on est assuré qu'il ne s'accomplisse pas, en tout cas si on voulait se toucher, alors voilà, c'est un outil d'observation de comment être ensemble. Bon, merci beaucoup Alice Lenné d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.